On a connu un XXe siècle qui a été marqué par l'invention de tous les transports mécaniques. Et on se disait, c'est merveilleux, on va pouvoir aller à la rencontre des autres de plus en plus vite. Et on va quasiment accomplir le rêve de l'ubiquité. Mais alors, du coup, on avait tendance à se dire, puisque ce temps va devenir de plus en plus court, on va mettre les gens dans une carcasse qui a vite pris la forme d'un tube. Alors on s'est bien mis dans les tubes. Un avion, c'est un tube. Un métro, c'est un tube. Un train, c'est un tube. On s'est mis à vivre le transport comme des boulettes dans une sarbacane. Tout d'un coup, on se met à revouloir vivre le voyage, vivre le trajet, vivre le parcours. Et on se rend compte que c'est un des enrichissements de la vie. Centrale, maritime et montagneuse, la France constitue historiquement l'une des régions d'Europe les plus traversées et disposant d'un réseau de communication dense et moderne. Pas surprenant quand on sait que l'école des ponts et chaussées fut la première au monde. Fondée par Jean-Rodolphe Perronnet dès le milieu du XVIIIe siècle, c'est grâce à cette prestigieuse institution française que se forment les plus grands ingénieurs, créateurs de superbes ponts et viaducs, franchissant fleuves, vallées, montagnes et bras de mer. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions et qu'en même temps que nous faisons solides et durables, nous ne nous efforçons pas de faire élégant ? On est sur le chantier de la 89, Balbini-La Tour de Salvani. C'est les 50 derniers kilomètres de la 89 Bordeaux-Clermont-Ferrand-Lyon. C'est le dernier maillon qui va permettre de rejoindre la façade atlantique à la région lyonnaise. Cette autoroute est très technique et très spécifique. On est dans un relief quasi montagneux, vous le voyez derrière moi. Donc on a dû adapter le tracé et on a sur 10 km, on a 3 tunnels, dont un de 4 km, ce qui est exceptionnel. Tous nos tunnels sont bitubes. On a aussi 8 viaducs, ce qui explique aussi le coût de cette autoroute d'1,5 milliard d'euros.
Notre métier est un des rares que je connaisse où on puisse rêver et réaliser ses rêves et voir ses rêves concrètement réalisés. C'est un métier vivant, c'est un métier de terrain, c'est un métier d'équipe. On n'est rien. Un petit bonhomme tout seul, il est rien du tout, il ne peut rien faire. Chaque fois que je vois un ouvrage terminé, je dis mais c'est impossible qu'on ait réussi à faire ça. C'est un métier qui est effectivement passionnant parce que c'est la confrontation permanente avec la nature et pas contre. Ces 50 km sont sans doute les derniers chantiers, ce qu'on appelle un site propre. C'est là où on crée une autoroute ex nihilo. Aujourd'hui, les chantiers autoroutiers concernent plutôt des élargissements d'autoroutes. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire l'impact de ces chantiers sur l'environnement. Nous sommes ici dans la vallée du Boussuivre, qui est un ruisseau qui héberge des espèces protégées, notamment l'écrevisse à pied blanc. Et ce chantier a été organisé, le tracé a été réalisé de manière à gêner le moins possible l'environnement animal et l'environnement aussi humain, puisqu'on a aussi quelques riverains sur cette partie-là. C'est l'État, le concessionnaire, qui nous a donné une bande des 300 mètres, un cahier des charges. Et dans cette bande des 300 mètres, nous construisons l'autoroute. Donc on a calé l'autoroute le plus haut possible pour ne pas impacter le fond de la vallée. La beauté en matière d'infrastructure, en matière d'ouvrage d'art, c'est souvent le simple. Globalement, quand on construit une infrastructure, on la construit pour au moins un siècle, au moins 100 ans, mais en fait beaucoup plus longtemps. On s'aperçoit que les infrastructures qui ont été construites par nos anciens, les grands ponts, sont encore présents et pèsent sur nos paysages. Et d'ailleurs, ce sont parfois des lieux de passage, des lieux de visite. Et donc, globalement, je pense que nous sommes obligés d'intégrer le beau dans notre construction. On ne peut pas modeler des paysages pour des dizaines, voire des centaines d'années sans intégrer le beau. Moi, je trouve qu'il y a des choses laides. Je vais être tout à fait clair, il y a des choses que je trouve vraiment très laides. Je ne dirai pas lesquelles parce que je me ferai tuer par pas mal de gens. Mais il y a des choses que je trouve vraiment très laides et il y a des choses que je trouve belles. Alors j'ai eu des amis philosophes qui me disent que je ne sais pas ce qui est beau, mais ça ne fait rien. Ça ne me gêne pas. J'ai des idées très claires sur ce que je trouve beau et ce que je trouve pas beau. Par contre, il est parfaitement clair que les ouvrages sont toujours le témoin de leur époque. Il est évident que les ouvrages de Gustave Eiffel, pour ne prendre que cet exemple, ne peuvent pas être comparés directement à ce qu'on construit aujourd'hui. Parce que les techniques sont différentes, les matériaux sont différents, et le sens de l'esthétique n'est pas le même. Je prends un autre exemple, celui le pont Alexandre III, qui pour moi est un ouvrage absolument superbe. D'abord, c'est un arc extrêmement tendu de Jean Rézal, qui est une très très belle structure. Et alors, il est, parce que c'était son époque, couvert de sculptures. Alors, bon, évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas l'art 1900, mais moi je trouve que le pont Alexandre III, avec toutes ces sculptures dans tous les sens, il est absolument merveilleux. Et en plus,
On a retrouvé les couleurs d'origine de l'époque et il est absolument magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux ponts de Paris. Le besoin de bouger, c'est un besoin qui est inhérent à l'homme. C'est le besoin de se nourrir, c'est le besoin donc d'aller chercher cette nourriture, soit par la chasse, soit par la cueillette. Cette découverte qui est liée à la marche et au fait de devoir se déplacer, en fait, très rapidement, ensuite elle se heurte à des obstacles qui sont soit les cours d'eau, soit les montagnes. Et donc, lorsque l'homme réussit à franchir ces obstacles naturels, c'est une victoire. Et petit à petit, donc, il va construire cette victoire depuis, en fait, le simple gué, qui est le gué pour passer la rivière, jusqu'au pont en tant que tel. Mais le chemin, c'est aussi cette histoire, puisque le chemin, on passe d'un simple sentier qui est le sentier, finalement, des animaux qui vont au point d'eau, et ce sentier va devenir progressivement un chemin, et un chemin construit, c'est-à-dire qu'on va essayer petit à petit de le faire passer de plus en plus facilement pour franchir ces obstacles. On peut faire dater les premiers ponts vraiment des temps les plus reculés. Ceux qui sont conservés jusqu'à nous sont des ponts romains, puisque les Romains maîtrisaient l'art de la voûte en maçonnerie que ne connaissaient pas les Grecs. Et donc on peut prendre comme exemple classique des ponts précoces, les ponts romains, dont beaucoup existent encore à travers l'Europe. Vous savez combien la charge de la fabrication des ponts était une charge importante dans l'Empire romain. Dans le cursus honorum, il fallait, à un moment donné, être pontifex, c'est-à-dire celui qui faisait les ponts. Donc la civilisation romaine, qui était une civilisation d'ingénieurs, a multiplié les ponts pour les routes, mais aussi les aqueducs. Tous les ouvrages d'art qui ont permis à Rome de devenir une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants et qui ont permis à la civilisation romaine de maîtriser l'agriculture et l'économie de tout le pourtour du bassin méditerranéen. Le pont du Gard, il a eu une histoire qui, sur toute la durée donc, des 2000 ans où il a vécu et où il vit toujours, puisqu'il a été créé pour transporter de l'eau, et pour transporter de l'eau dans la ville de Nîmes. Mais comme c'était un moyen de franchissement assez aisé du Gardon, il a été utilisé dès le Moyen-Âge comme pont piétonnier, mais même un peu plus, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on a évidé le bas des piles pour faire passer des chariots et on y a quitté un péage. Ça a duré jusqu'au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, les États du Languedoc ont décidé quand même de remettre ça un peu d'aplomb et de construire un très bel ouvrage de maçonnerie qui double le pont du Gard, simplement sur la partie basse, qui aujourd'hui est simplement ouvert aux piétons, mais qui, jusqu'à une période récente, était ouvert aux véhicules. Si on regarde le pont du Gard, il y a plusieurs façons de le voir, mais il y a une façon d'abord technique, et je crois que personne ne la regarde trop, c'est que c'est un pont qui est entièrement préfabriqué, comme la plupart des ponts romains, et vous verrez qu'il est construit avec des arcs qui sont collés les uns aux autres, en fait, qui sont constitués de pierres préfabriquées en carrière. Vous voyez aussi qu'on a laissé tous les dispositifs de posage des cintres de ce pont, donc on les voit bien encore. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit dans pratiquement tous les ponts, mais dans celui-là, c'est particulièrement visible, c'est-à-dire qu'on a encore toutes les marques de la construction. C'est comme si, en fait, les ingénieurs avaient laissé ça pour, si jamais on était obligé de remettre des cintres. Et aujourd'hui, ça fait partie du charme de cet ouvrage. Le souci de la beauté des ouvrages, de l'architecture des ouvrages, a beaucoup varié avec le temps.
XVIIIe siècle, à l'école des ponts et chaussées, les élèves avaient des devoirs de dessin où ils devaient faire des mises en valeur, ils devaient faire des sculptures, ils devaient faire des choses qui étaient vraiment de la pure recherche artistique. Les choses ont beaucoup changé avec d'abord le développement industriel, avec les chemins de fer où il a fallu construire beaucoup, ce qui n'a pas empêché que quelques ingénieurs construisaient de très beaux ouvrages. C'était le cas de Gustave Eiffel et du viaduc de Garabit. Et puis, ça s'est pas mal dégradé après la Seconde Guerre mondiale parce que il fallait construire très vite, il fallait reconstruire beaucoup d'abord, et puis il fallait construire très vite. Et à cette époque-là, on a peut-être donné trop d'importance à ce qu'on appelait la fonctionnalité. Les ingénieurs aujourd'hui travaillent, ou devraient travailler en tout cas, selon les principes ancestraux développés par un grand ingénieur romain qui était Vitruvius Pollio, qui a rédigé le premier traité de construction, traité qui est resté la Bible des constructeurs jusqu'à la Renaissance italienne avec Palladio. Et il a trois principes qui sont utilitas, c'est-à-dire l'utilité, au sens, à mon avis aussi, de l'utilité publique, c'est-à-dire de la préservation des deniers publics, et puis de l'utilité évidemment fonctionnelle de l'ouvrage. Firmitas, c'est-à-dire la résistance, parce qu'il est évident que les structures doivent être capables de porter leurs charges, et aujourd'hui il faut également qu'elles soient durables. Et puis enfin Venustas, qui est la beauté, l'élégance que l'on recherche, qu'un bon ingénieur doit rechercher pour que ses ouvrages soient appréciés et ne pas dilapider les deniers publics. Le travail de l'architecte dans la conception de nos ouvrages d'art est en priorité de l'intégrer dans son site et dans le paysage qu'il va traverser. La première chose que nous faisons quand nous concevons un pont, c'est d'aller avec les ingénieurs sur le site, recenser les contraintes environnementales, regarder les cours d'eau, les problèmes de crue éventuellement, et bien sûr de respect de l'environnement et du paysage. Donc ça, c'est prioritaire dans la conception de nos ouvrages, surtout les ouvrages qui peuvent être en pleine campagne ou dans des sites particulièrement préservés. Le mot d'intégration, s'agissant d'une route, d'une voie ferrée, d'un pont, d'une autoroute, est un mot trompeur, ambigu, menteur, parce qu'il voudrait laisser croire qu'on fait quelque chose qui ne va rien changer. Quand on fait ça, on change tout. On change tout, et la question, c'est de savoir si c'est mieux qu'avant. Si, pendant la courte période que nous passons sur Terre, nous avons apporté à ce paysage déjà façonné par 2000 ans d'histoire des hommes, d'agriculture, d'exploitation forestière, de tracé de tels chemins, de telles routes, de tels petits ponts, est-ce qu'on lui a apporté, nous, avec notre époque, quelque chose dont nos successeurs pourront se dire « Ah, ils ont continué l'histoire dessus avec bonheur. » C'est ça le sujet. Bon. Donc, arrêtons de dire qu'on on fait comme si on ne faisait rien. Disons, posons-nous comme ambition, comme défi, d'apporter un enrichissement au lieu. C'est ça l'architecture.
On a une société assez curieuse où on regarde avec émerveillement le pont du Gard, on regarde avec émerveillement le viaduc de Garabit, et on se dit, oh là là, mais saura-t-on faire aussi bien? Oui, on peut faire aussi bien aujourd'hui. Il faut continuer à faire aussi bien. À partir du moment où il y a une émotion, quand on voit un ouvrage, on touche un peu à la beauté. Et dans notre travail, dans le dessin des courbes, des pylônes, c'est ça qu'on essaye de toucher un peu. On essaie de toucher la corde sensible des gens, de créer de l'émotion en regardant un ouvrage dans un paysage. Donc si on touche à la beauté, on a réussi notre travail. L'intérêt du grand public pour les ponts est venu avec le pont de Normandie. Quand on a commencé le projet, ça n'intéressait absolument personne. Et puis un jour, un journaliste du Figaro est venu sur l'ouvrage avec son épouse. Là, ils sont montés en haut du pylône et puis il a fait un article dans le Figaro. Et de ce jour-là, ça a été la grande folie. Et la journée porte ouverte du chantier, l'année d'après, il y avait 10 000 personnes. Les ponts intéressent à la fois par leur qualité esthétique, mais intéressent aussi beaucoup, et surtout beaucoup aussi par leur technique, et comment les gens arrivent à construire des choses pareilles. C'est vrai que c'est impressionnant. Comment on arrive à construire Normandie, ou alors qu'il y a presque 900 mètres entre les deux pylônes et que le tablier fait moins de 2 mètres d'épaisseur. Comment c'est possible aujourd'hui? On a envie de comprendre. Un ouvrage peut créer un site. On peut prendre l'exemple du viaduc de Garabit. Les gens ne viennent pas voir, enfin ne venaient parce qu'ils viennent moins maintenant, mais les gens ne venaient pas voir la vallée de la Truyère, ils venaient voir le viaduc de Garabit sur la vallée de la Truyère. Les gens aujourd'hui viennent voir le viaduc de Millau sur la vallée du Tarn. Et il est absolument clair que le site n'est plus le même, mais il y a des milliers de visiteurs qui viennent toutes les semaines le voir. Parce que le site a été transformé, mais il a été modifié, magnifié par la présence du viaduc. Je pense que la blessure, car il y a nécessairement blessure à un moment, cette blessure est soignée différemment selon la qualité de l'ouvrage et la qualité avant-après. Avant, c'est le soin que l'on met à en expliquer la raison, le soin que l'on met à travailler le dessin, le soin que l'on met à organiser l'insertion de l'ouvrage. Et puis ensuite, on juge le résultat. Mais prenez, ce n'est pas un ouvrage, mais c'est évidemment un signal très particulier, la Tour Eiffel. Polémique avant, acceptation après. Vous regardez d'autres ouvrages, des ponts souvent, polémique avant, acceptation après, lorsque l'ouvrage est beau, et ce souci du beau est quelque chose d'important. Ça signe en même temps la dimension très, très humaine de l'acte. Il ne s'agit pas simplement de remplir une fonction technique, il s'agit aussi d'accomplir quelque chose de beau. L'homme a toujours cherché à réduire les distances et l'île de Ré étant géographiquement, techniquement et financièrement raccordable, il fallait s'attendre un jour à ce que l'île de Ré soit raccordée au continent par un pont. Esthétiquement, le pont tel qu'il est vu, courbe, là, avec une très grande hauteur, 35 mètres de ce qu'on appelle tirant d'air, pour pouvoir passer les gros bateaux dessous. C'est esthétique, c'est bien réussi. Par contre, dans ce qui concerne l'île de Ré, c'était pas sans conséquences. Transformer une île en presqu'île, ça a des conséquences gigantesques.
Et le pont ayant pour objet non pas de passer des charrettes, ni des piétons, ni des vélos, mais surtout des voitures, il fallait s'attendre à l'asphyxie de l'île de Ré par les voitures. En 1988, dernière année de la ligne maritime, 800 000 véhicules ont fait le trajet La Rochelle-Île de Ré. L'année dernière, 3 millions de véhicules ont franchi le pont. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines périodes de l'année, on ne peut pas circuler sur l'île de Ré. C'est ce que j'ai dénoncé en son temps. Et malheureusement, comme l'homme va toujours jusqu'au bout, l'homme politique surtout, va toujours jusqu'au bout de ses erreurs, on a commis l'irréparable, c'est-à-dire raccorder l'île de Ré au continent par un pont. Il y a un paradoxe, c'est que ce sont les gens qui étaient les plus acharnés pour la construction du pont, qui aujourd'hui se disent « mais arrêtez ce flot de voitures ». Ils voulaient bien un pont, et particulièrement une grande majorité de Rétais, pour aller à La Rochelle, se balader, passer le temps, faire ses courses, aller chez un médecin spécialiste, être hospitalisé très rapidement en pleine nuit. Mais l'autre côté, l'autre face, c'est-à-dire la face engorgement de l'île, envolée des prix également. Impossibilité pour les jeunes Rétais de se loger sur leur territoire, ça c'est le prix redoutable que nous payons et que nous allons payer encore demain. On ne peut pas dire qu'il faut faire des ponts partout, c'est pas du tout ça l'idée. Et d'ailleurs, certaines îles, forcément, doivent rester une île pour garder leur qualité. L'idée, c'est pas de relier tous les points, mais il y a certains points stratégiques qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on ne pouvait pas relier parce que les dimensions étaient trop importantes et on ne l'imaginait pas. Aujourd'hui, on le peut. Pourquoi on ne le ferait pas ? La décision a été prise de construire un pont pour améliorer les liaisons pour les gens qui habitent sur l'île. Et donc nous, Charles Lavigne à l'époque a travaillé sur la conception de cet ouvrage pour qu'il s'intègre le mieux possible dans le paysage. Il est d'ailleurs très beau cet ouvrage parce qu'il est courbe en vue en plan je pense que voilà, il s'intègre de façon remarquable dans le site. Ensuite, fallait-il un pont ou pas, c'est un autre débat et c'est vrai que là c'est pas notre rôle de dire oui ou non. Je crois que la grande richesse de l'île de Ré, c'est l'île de Ré. C'est ce territoire, ce petit territoire, 85 km², c'est rien. On sait qu'une toute petite île, et surtout très fragile, dans tous les sens du terme. Il faut que le progrès soit accompagné de mesures fortes, fortement contraignantes. Le paysage, lorsqu'on l'a perdu, on ne le retrouve plus. Donc il faut le préserver. La vie est peut-être supportable quelque part quand on sait qu'on peut en partir. Et c'est justement quand on sait qu'on peut en partir qu'on a envie d'y rester. Au début de l'humanité, il y avait les villes-ports qui étaient des portes sur l'ailleurs, et puis les villes pas ports qui étaient des lieux où on vivait presque en autarcie sur le territoire environnant. Il y a eu une grande révolution qui a été la révolution du train, effectivement, une deuxième qui était celle des avions, qui ont fait que toute ville s'est trouvée être un port vers l'ailleurs. Et la vie dans les villes est équilibrée, en fait, par cette possibilité pour chacun d'aller ailleurs.
Ceci fait qu'on trace effectivement des routes. Il y a eu les voies romaines, il y a eu des canaux, il y a eu les voies de chemin de fer, et on n'en finit pas de tracer des routes pour aller vers les autres. La liberté de mouvement est une liberté tout à fait essentielle. Et la liberté de mouvement fonctionne avec des services de mobilité. Donc, je ne sais pas si la mobilité est une valeur en tant que telle, mais en tout cas, elle est nécessaire à la valeur de liberté. Liberté, mobilité. Et la mobilité doit tenir compte de contraintes, de saturation de réseau, de la volonté de la commodité qui peut y avoir à aller vite, un certain nombre d'arguments qui plaident pour des constructions nouvelles. Assez logiquement, les outils de chantier contemporains, surpuissants dans leur capacité à ouvrir, casser, éventrer, sont dans la même mesure, et plus que jamais, capables de refermer, lisser, réparer, avant que la nature opère sa cicatrisation, s'emparant avec force des tracés et des perspectives qu'elle valorise sans rancune. Il en va autrement des blessures humaines, celles des expropriés et des riverains, pour qui de justes réparations s'imposent. Surtout dans les pays hautement démocratiques comme le nôtre, où l'individu continue d'exister face à l'intérêt public le plus affirmé. Voilà. Donc ici, vous avez le passage entre un poteau de ce côté-là, un poteau de ce côté-là. Vous avez juste le passage du TGV et qui traverse là la vallée de la Vonne et qui va passer à l'endroit où les bois en face de vous sur la colline ont été coupés. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit bien qu'il y a un lieu qui a été en face de vous complètement ratiboisé. Si vous regardez bien l'ensemble de cette vallée, elle est absolument ravissante. Le TGV va passer à une quinzaine de mètres, le pont va passer une quinzaine de mètres au-dessus des peupliers qui sont dans le bas de la vallée. La LGV-SA est aujourd'hui le plus grand projet ferroviaire en Europe. C'est un projet d'environ 6 milliards d'euros de travaux qui consiste à construire une ligne entre Tours et Bordeaux de 300 km de long, une ligne à grande vitesse dont l'objectif est de permettre le transport de passagers à 350 km/h entre Tours et Bordeaux. Ça représente un gain de temps de 1 heure sur le trajet Paris-Bordeaux. La genèse d'une opération comme ça, c'est quelque chose qui dure très longtemps, puisque entre les premières réflexions, les premiers plans, et aujourd'hui, il s'est écoulé au moins une quinzaine d'années, au cours de laquelle différents services ont eu une approche de plus en plus précise de l'infrastructure, de son tracé. De façon à ce que l'impact du projet sur les territoires traversés soit aussi faible que possible. On a le pont ici, oui, le pont ici, et le prochain ici. Et le prochain ici. Donc entre les deux, il n'y a aucun accès pour passer de l'autre côté. Donc où vous trouvez-vous, vous, sur ce
Alors moi, je suis riverain ici, au village du Fouillou. D'accord. Je vais me situer à peu près à peine 200 mètres de la ligne LGV. Côté est, donc vous aurez le vent dominant. J'aurai le vent dominant. De l'ouest. C'est ça. Mon exploitation commence pratiquement à la Trincardière, en traversant les plaines de Fouillou, pour finir ici. Et donc la difficulté que vous avez, c'est plutôt les difficultés de passer de part et d'autre, voilà. De votre... De faire un passage de part et d'autre. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, normalement, il doit y avoir un pont qui doit se situer ici, mais qui n'est pas noté sur les cartes aujourd'hui. Qui n'est pas encore décidé. Qui n'est pas encore décidé. Qui n'est pas encore... on nous a toujours dit oui, bon, pour l'instant, on ne sait pas. Il faut savoir que à côté de moi, il y a aussi un éleveur qui va être impacté par la LGV. Donc il aura la moitié de son exploitation qui va se trouver du côté est et l'autre moitié du côté ouest. Une grande partie, parce que ces bâtiments sont ici, une grande partie ici est en prairie. Donc j'avais l'habitude de mettre ces animaux. Donc c'est pour ça qu'on avait demandé à faire un pont, mais aujourd'hui on ne sait pas trop. Donc lui, ça va être très difficile pour lui de faire passer les animaux de l'autre côté, ou alors de faire le tour par la route, alors qu'il avait l'habitude de venir, de passer d'un champ à un autre sans problème. Sur cette partie où il y a des élevages, ce sera beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne va pas pouvoir faire sauter les vaches au-dessus de la voie ferrée. Là, il va y avoir un changement profond du paysage, mais aussi, je crois que les gens ne se rendent pas compte, même les gens qui sont concernés eux-mêmes ont un peu de mal à s'en rendre compte, et manifestement, évidemment, les constructeurs du TGV ne s'en rendent absolument pas compte. On aura là un profond changement de nos façons de vivre ou d'exploiter ces terres. C'est tombé sur nous, il faut bien l'accepter, on ne peut rien faire. Moi-même, je me sers du TGV. Il m'arrive de temps en temps d'aller jusqu'à Lille, faire Poitiers-Lille en TGV. Ça n'a rien à voir avec le fait de le faire en voiture. Donc c'est un outil tout à fait extraordinaire. Il n'empêche que ça fait 15 ans maintenant, au moins, que l'on sait que le TGV va suivre ce tracé. Et probablement, depuis 15 ans, on aurait pu faire beaucoup pour essayer d'éviter un certain nombre de problèmes. Ce TGV va prendre quasiment 900 hectares dans le département de la Vienne seulement. Pour racheter ces terres, que ce soit aux propriétaires exploitants ou aux propriétaires eux-mêmes, pour l'instant, l'État lui-même, représenté par le préfet et par le trésorier payeur général, ne veulent pas, font une seule proposition, leur bureau est entièrement fermé, il n'y a pas de possibilité de discussion et ils proposent une moyenne de prix de terre qui remonte à 2007-2008. 2007-2008, sans qu'il y ait même de discussion sur la réévaluation de ces prix de terre. Et ça, c'est absolument inacceptable. Psychologiquement, je parle psychologiquement, là, même pas des questions de gros sous, mais psychologiquement, où on nous considère comme des moins que rien, et c'est inacceptable. Quelles que soient les bonnes raisons qu'on a de faire un ouvrage, de passer un réseau, toutes ces bonnes raisons ne peuvent pas empêcher la souffrance d'un certain nombre de gens qui sont lésés par ça. Et donc la question, c'est comment on s'occupe de ces gens-là. Je crois que on ne peut pas dire intérêt général contre intérêt particulier, on peut minimiser le nombre de gens à faire souffrir, mais n'empêche qu'il y en a qui vont souffrir. Donc comment on les traite, ces gens-là ? Quand on apprend que le TGV va passer dans un secteur, on s'imagine toujours qu'il passera chez le voisin. Ce n'est pas le cas, il est passé chez moi. En 2000, on nous a donné 3 tracés de projets
LGV Tours-Bordeaux. En 2005, il n'y avait plus que 2 tracés. Malheureusement, il y en avait un qui passait sur notre site. Et en 2006, tracé officialisé, déclaration d'utilité publique, il fallait quitter les lieux. Les travaux devraient commencer dernier trimestre 2011, au plus tard, premier trimestre 2012, pour une mise en service 2017. Là, il y a mon ancienne maison. Le viaduc arrive dans cette direction, s'élève à peu près à ce niveau, à 15 mètres de haut, en arrivant en bordure de la berge de la Dordogne, et va traverser à une hauteur de 15 à 18 mètres plus haut que sur la berge, pour rejoindre les côtes et les terrains plats de Cubzac-les-Ponts. Le viaduc de la Dordogne est le plus grand viaduc de la LGV Sud-Europe Atlantique. C'est un ouvrage qui se trouve au nord de Bordeaux, qui franchit donc la Dordogne, qui est très large à cet endroit. Et donc c'est un ouvrage de 1300 mètres de long, avec des grandes portées de 100 mètres. 3 ouvrages existent. Et le futur viaduc de la Dordogne, ce sera le 4e, donc à côté du pont autoroutier, et des 2 très beaux ponts ferroviaires qui ont été construits au 19e, avec leurs voûtes en maçonnerie en accès. Alors on a une problématique assez importante, c'est qu'on a un ouvrage qui est biais, qui a un biais assez fort par rapport au lit du fleuve. Et donc ça pose des problématiques d'écoulement, et donc il faut résoudre ces problématiques dans le dessin des piles. Donc en fait c'est une pile de forme elliptique en partie basse, et on a un chevêtre circulaire qui vient s'emboîter dans l'ellipse. Et ensuite on a besoin de béton donc en partie supérieure, donc au niveau du caisson béton, et donc cette ellipse se prolonge sur le tablier béton. C'est un ouvrage qui est donc calculé pour les TGV. Les TGV vont rouler à 350 km/h. Donc les ouvrages ferroviaires ont des contraintes beaucoup plus fortes que les ponts autoroutiers. Et donc les dimensionnements des structures sont plus importantes. Donc ça fait des ouvrages avec des épaisseurs un peu plus conséquentes. Et il faut réussir à affiner quand même au maximum ces ouvrages. On a travaillé sur des formes d'arcs, des voûtes en caisson, pour quand même essayer d'avoir un ouvrage le plus léger possible, malgré eh bien, les contraintes structurelles d'un tel ouvrage. On n'a pas le choix, il faut vivre avec son époque. Depuis 11 ans, ça a été un peu dur. Mais bon, surtout en famille, tout le monde n'a pas les mêmes idées. Se réinstaller, partir, faire une cessation d'activité. Quand on est amoureux de sa production et de ses terres, on ne peut pas arrêter. Et nous avons opté pour la réinstallation. C'est ce que nous avons réclamé tout au long de ces 11 années de bataille. De bataille, si on peut dire bataille. À partir d'un certain moment, je crois que Réseau Ferré de France a vraiment compris le problème qui se posait sur ce dossier-là et a ouvert pleinement la négociation. Parce que sinon, ça allait être une catastrophe pour M. Baronnet. L'autre issue, c'était quoi? C'était d'arrêter purement et simplement l'exploitation, c'était terminé. Cette exploitation viticole disparaissait. Et on ne fait pas disparaître un petit château comme ça. Quand nous avons vraiment décidé de ne pas partir, nous avons appris par notre voisin, exploitant en viticulture aussi et en arboriculture, qu'il envisageait de nous céder une ferme qui était en ruine, abandonnée depuis 30 ans. Donc 6 ans après, nous l'occupons. Je crois que le résultat qui a été obtenu aujourd'hui, ce n'est pas le résultat d'un affrontement, mais bien d'une négociation et je dirais même d'une coopération.
plus de 98% des acquisitions qui se font comme ça à l'amiable sans qu'il y ait de heurts particuliers. Quand on touche un bâtiment qui est dans une famille depuis une génération ou depuis 10, l'impact est toujours important. La difficulté, c'est la prise en compte du préjudice moral. Le code de l'expropriation ne permet pas d'indemniser le préjudice moral. Alors évidemment, il y en a un de préjudice moral, il ne faut surtout pas le nier, sinon c'est une atteinte à la douleur des gens. Il faut bien reconnaître qu'il y a un préjudice moral, mais expliquer aux gens qu'on n'est pas capable de l'indemniser. C'est amusant de dire qu'il a repris la même orientation que sa maison initiale. D'ailleurs, c'est un peu toute la logique du code de l'expropriation, c'est de pouvoir donner les moyens aux gens de se retrouver dans une situation identique. Il ne faut pas qu'on oublie des préjudices et qu'ils y perdent, il ne faut pas non plus qu'il y ait un enrichissement sans cause. Voilà, donc il faut qu'ils se retrouvent dans une situation équivalente. Ce qui a changé par rapport à l'époque où les moines défrichaient de quoi construire leur abbaye, c'est qu'on dispose de moyens très, je dirais presque très violents d'intervention sur les sites. Parce qu'on déploie énormément d'énergie en très peu de temps. On peut déplacer des montagnes en quelque sorte. Et c'est là que cette grande puissance qu'ont acquis les hommes pour intervenir sur un lieu doit être gouvernée par une énorme intelligence du lieu, une énorme intelligence de l'acte qu'on est en train de faire, une énorme intelligence de ce qu'on est en train d'écrire pour l'histoire. Complémentarité ou compétition, ces viaducs immenses forment, avec les montagnes où ils s'appuient délicatement, des paysages que la nature partage désormais avec les travaux des hommes. En beauté et en force, ils relient entre ciel et terre des vallées qui ne se connaissaient pas, qui ne se rejoindront jamais. Défiant tous les moyens de transport traditionnels, ils font d'obstacles cyclopéens et dominateurs le décor de voyages somptueux que seuls connaissaient les grands oiseaux d'altitude. La vie est sous contrainte et le paysage aussi. En France, tous les espaces ont été fréquentés par l'homme, tous les espaces ont été construits par l'homme. Donc je crois qu'il faut assumer que les paysages se construisent. Mais je pense aussi que la qualité de notre pays, la qualité de nos paysages, la qualité de notre environnement, la fluidité de tout cela fait partie de notre compétitivité et que nous n'avons pas intérêt à multiplier des infrastructures cheap, soit parce qu'elles seraient moches, soit parce qu'elles fonctionneraient mal. L'appropriation de l'infrastructure risque de ne pas être au rendez-vous. Or, une infrastructure, c'est bien sur papier, mais enfin, elle a besoin de clients, elle a besoin de passagers. Et je pense que les passagers, évidemment, ils utilisent l'infrastructure parce qu'elle est fonctionnelle, mais je pense qu'ils l'utilisent aussi parce qu'elle est belle. Quand on conçoit un ouvrage, quand on est du côté du concepteur, on est obligé de rentrer assez profondément dans l'intelligence de l'ouvrage, c'est-à-dire de rendre explicite un certain nombre de bonheurs qu'il va donner aux gens. Quand on a fait la gare d'Avignon, on avait conscience que les gens arriveraient à 7 mètres de haut par rapport au sol naturel. Le train descendait du coteau et venait se lever dans les cyprès. Évidemment qu'une des questions qui était la nôtre, c'était de là-haut, qu'est-ce qu'ils vont voir? Donc
On a pris des nacelles, on est monté à 7 mètres, on a regardé, on a vu qu'il voyait l'Avignon, qu'il voyait la Durance, mais qu'il ne voyait pas le Rhône, etc. Et on a évidemment composé ce quai où ils débarquent pour leur offrir ces points de vue. Un pont, il est évident que la façon dont je vais monter dessus, c'est-à-dire la façon dont la route va arriver sur le pont. Ensuite, sur ce pont, le paysage que je vais découvrir cadré par le pont, par la route qui est devant moi, que je regarde pour ne pas tomber de part et d'autre, est important aussi. Bon. La façon dont mes passagers vont pouvoir tout d'un coup regarder à droite et à gauche, et selon la hauteur où je suis, la façon dont ils vont découvrir le paysage. Tout ça, ce sont, avant que le pont n'existe, fût-ce même dans les têtes, fût-ce par dessin, il faut avoir en tête ces idées-là. Il faut aussi anticiper sur la façon dont, s'il y a un chemin en bas, ceux qui passent en bas verront le tablier. Un pont, on oublie souvent aussi qu'un pont, c'est un bout de toit. Je fais des tomates, des haricots, des choux, des carottes, des melons. Puis là, on a fait un carré de pommes de terre. Maintenant, je suis à la retraite, alors je m'en occupe, je viens tous les jours. La pile P2, c'est la pile la plus haute du monde. Hein. C'est quand ils vous disent c'est la pile la plus haute du monde, c'est vrai, hein, parce que regardez la hauteur qu'il y a encore 32 mètres dans le sol. On ne pensait pas que ça monterait si haut. Les haubans, c'est arrivé après. Alors ceux qui tiennent les piles qui tiennent les haubans, bien sûr, on ne pensait pas à tout ça. On pensait que rien que jusqu'à la plateforme, c'est tout. Mais après, quand ils ont monté la pile pour tenir les haubans, quoi, et puis on a dit, mais jusqu'où ça va aller? Là-haut, sur le viaduc, il y a le président de la République, à l'époque c'était Chirac. Ils ont mis un truc en mémoire du viaduc, c'est lui qui est venu inaugurer tout ça, quoi. Alors, le jour de l'inauguration, il y avait la patrouille de France qui est passée, il y a eu du monde, hein, il y avait 500 personnes non, sur la plateforme. Hein. Millau, c'est une espèce de paradoxe. Parce que Millau, c'est dans le désert, enfin, on pourrait le considérer comme le désert d'Écosse, et pourtant c'est une des plus grandes voies de circulation de France depuis l'éternité. Et donc, Millau, c'est une espèce de renouveau, cette espèce de joyau dans l'environnement d'Écosse, et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, parce que on est là sur le plateau et c'est un peu désertique, tous ces côtes, etc. Et puis tout d'un coup, on a ce viaduc qui apparaît, ce grand franchissement de la vallée, après avoir tant attendu et après avoir tant franchi la ville de Millau. Et Millau était un des points, comme le bouchon de Nogent-le-Rotrou pour les années 60, le bouchon de Millau était quand même quelque chose de très connu. Vous allez voir, le 31 juillet, là, il va passer, rien que dans cette journée-là, il va passer plus de 50 000 voitures là, sur ce viaduc-là.
L'an dernier, je crois qu'ils ont dépassé les 50 000, 55 000, je crois, ils sont arrivés. Dans une journée, 24 heures sur 24. Depuis des années et des années, les ingénieurs des ponts et chaussées avaient évidemment l'ambition de franchir cette immense vallée du Tarn. Le Tarn, c'est tout petit, mais la vallée, c'est immense. N'ayant pas d'argent pour ce faire, ils ont lancé un concours d'architectes et de bureaux d'études pour faire un concours d'idées. Ça a pris 4 ans, 5 ans. Pendant ce temps-là, ça ne coûte pas très cher. Ce sont les architectes et les bureaux d'études qui dépensent de l'argent. Et puis, ça fait bouillonner les choses. Et on a eu 6 projets qui étaient extrêmement différents les uns des autres. C'est le plus audacieux qui remportera le concours. Celui de l'ingénieur Michel Virlogeux. Un viaduc monumental qui s'affinera au fil des esquisses du Britannique Lord Norman Foster, l'un des plus grands architectes contemporains. Une alliance de la technique et de l'esthétique pour magnifier la plus immense cassure du Causse et la plus célèbre désormais. Par des réflexes venant des projets antérieurs que j'avais faits, dans les travées de rive du viaduc de Millau, il y avait des piles intermédiaires. Foster, et d'autres architectes d'ailleurs aussi, dans ses esquisses, les a enlevées. Il voulait que l'ouvrage soit réduit à son essence absolue, c'est-à-dire un trait qui traverse la vallée et des pylônes, des piles, tout identiques. Il n'y a jamais eu, si vous voulez, la volonté de Foster et de son équipe de faire un trait et de dire « débrouillez-vous » pour le faire tenir. C'était au contraire systématiquement la recherche de quelque chose qui soit beau, qui soit élégant, qui fasse jouer l'ombre et la lumière, et qui en même temps soit structurellement efficace et sain. A number of the teams would make a heroic span. Certains architectes auraient construit un ouvrage grandiose pour franchir la rivière. Mais cette rivière est toute petite. Cette rivière est moins large que cette salle. Pas besoin d'un grand ouvrage pour la traverser. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de traverser la rivière. C'était le point de vue que nous défendions avec les ingénieurs. C'était une vallée qu'il s'agissait de traverser, d'ici à là-bas. C'est un parti pris très fort qui nous a conduit à diviser la vallée de façon optimale avec un minimum de piles dans la vallée. Autrement dit, c'est la solution la plus économique, la plus élégante, l'intervention la plus minimaliste et la structure la plus fine qui ont été retenues. On nous dit souvent qu'il faut que l'ouvrage disparaisse dans le paysage. Je pense que c'est une erreur, parce que d'abord, pour commencer, un ouvrage, il ne va jamais disparaître dans le paysage. Et faire un ouvrage qui était peut-être moins ambitieux que le viaduc de Millau, par exemple avec des portées plus courtes, il aurait été moins beau, mais surtout, il aurait été beaucoup moins transparent. L'une des recherches très importantes d'un ouvrage, quand on veut préserver le site ou le magnifier d'une certaine façon, c'est de ne pas l'écraser. C'est-à-dire qu'il faut essayer, à mon point de vue, de limiter le volume de la structure qu'on va mettre dedans. Ce qui impose évidemment une recherche structurelle pour arriver à un ouvrage léger, assez mince, qui reste transparent. Certains aspects du pont sont peut-être inspirés par l'expérience visuelle de la traversée, car la solution la plus logique des ingénieurs aurait été de considérer cette traversée comme parfaitement rectiligne. Si vous pensez à votre expérience en tant que conducteur, le mouvement d'une automobile consiste en une succession de légères courbes qui rendent la conduite plus fluide et rendent la relation au paysage plus fluide aussi.
Donc si vous et moi regardons ici, nous pouvons voir cette courbe très douce. C'est assez subtil, mais à la fois tout à fait important. Là encore, c'est une idée qui a été partagée par tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Une des idées géniales de Lord Norman Foster a été de faire ce viaduc courbe. « 20 km de rayon. Évidemment, personne ne le voit, sauf que quand vous êtes aux deux extrémités, vous avez cette impression d'un magnifique bateau avec ces grandes voiles que forment les nappes de haubans. Ça, c'est l'idée géniale de l'architecte. Deuxième idée géniale de l'architecte et de l'ingénieur, si je fais 2 km 600 tout droit avec une pente de 3%, les gens vont en faire une piste de vitesse, un toboggan, vont se jeter dans la pente et ça risque d'être très accidentogène. Voilà les deux idées qui se sont rencontrées pour faire ce viaduc courbe. C'était une infinie complexité de le faire courbe, évidemment, sur le plan de son implantation. Millau avait été conçu à la fois par les ingénieurs des ponts et par Lord Norman Foster comme étant en béton. Nous l'avons fait en métal en respectant au centimètre près les dimensions qu'avait dessinées Lord Norman Foster, en particulier les têtes de pile, nous a juste autorisé à baisser légèrement la hauteur du tablier. On a gagné 60 cm de hauteur parce que le métal est plus souple et travaille mieux. Quand on construit un viaduc de façon classique et traditionnelle, on monte les piles, et quand on a monté les piles, on coule des voussoirs de part et d'autre. Donc on fait des fléaux de tabliers qui sont équilibrés, et puis on fait la même chose sur la pile, et après tout ça se rejoint. Pendant que vous montez la pile, vous ne pouvez pas couler les voussoirs. C'est pas très compliqué à comprendre. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait trouver une solution de préfabrication. On fabriquerait le tablier à terre pendant qu'on montait les piles, de façon à ne pas additionner les délais. Et donc nous avons étudié deux solutions. Une solution béton, mais non pas coulée en place, mais préfabriquée, avec des voussoirs de 200 tonnes qu'il fallait monter le haut des piles. Et puis une solution métallique, à savoir en poussant cet ouvrage des deux côtés, avec les haubans qui servaient en quelque sorte de canne à pêche, et puis avec des palets intermédiaires qui permettaient à l'ouvrage de franchir ces travées de 300 mètres. Cette idée nous a fait arriver à gagner de mémoire. Nous avions 39 mois sur la solution métal et 42 mois sur la solution béton. L'administration, dans sa solution traditionnelle, avait 54 mois. Dix ans plus tôt, le viaduc de Millau n'aurait pas pu être construit pour des raisons qui sont essentiellement liées aux capacités de calcul. La vraie révolution, elle est dans l'informatique.
les programmes de calcul se sont développés. Même des générations comme la mienne, on a toujours fait du calcul électronique. Il faut quand même pas, parce que souvent les jeunes nous voient un peu comme des dinosaures, ils ont l'impression qu'on a commencé avec des bouliers, mais c'est pas vrai. On a toujours travaillé à l'ordinateur, mais les programmes de calcul ont fait d'énormes progrès. Donc on sait à peu près tout calculer et avec des modèles très sophistiqués. On sait représenter le vent, on sait représenter les courants, on sait représenter les chocs, on sait représenter la dynamique. Donc on sait absolument, peut-être pas tout maîtriser, mais maîtriser la plupart des choses. Et alors, à un moment, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est la raison qui commande l'ouvrage ou est-ce que c'est l'ordinateur qui va commander l'ouvrage? Et là, c'est un vrai débat, parce qu'à la limite, d'abord, des architectes l'ont fait sur des bâtiments, on peut faire ce qu'on appelle des solutions déconstruites, c'est-à-dire qu'on peut mettre les poutres et les poteaux n'importe comment, l'ordinateur arrivera toujours à le calculer. Mais comme on dit, c'est un peu talent forcé, c'est-à-dire on passe un peu en force, alors que quand il y a l'harmonie, tout s'arrange bien et tout tombe comme il se doit. Il ne faut pas que le calcul soit un outil de vérification, mais un outil de conception. Et surtout, ce qui me paraît très intéressant aujourd'hui, c'est que le calcul est très directement lié à la fabrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans que nous donnons, qui ont été vérifiés directement par le calcul, vont aller directement en usine. Donc nous amenons l'usine, et ça c'est génial, parce que ça veut dire que le rapport au travail est très différent, nous amenons l'usine directement dans la conception. Et nous sommes dans une situation très nouvelle, et cette situation nouvelle va générer des attentions nouvelles, des formes nouvelles, des conceptions nouvelles, des ouvrages nouveaux, et ça rend la situation magique. Aujourd'hui, les grandes villes chinoises ont compris à quel point les ouvrages d'art pourraient être des icônes de leur modernité. Et ce qui est très étrange, c'est qu'en Chine, où ils n'ont pas cette permanence de la forme comme image de la norme, on peut s'autoriser des choses nouvelles. C'est ce que nous mettons en place avec des systèmes multi-arcs, des systèmes aubanais très complexes. Ce que je ne m'interdis pas, c'est la complexité. Ce que je m'interdis, c'est la complexité gratuite. Les ouvrages d'art franchissent toujours des frontières. Avec le temps, on s'installe dans l'impossibilité d'aller de l'autre côté. Venir à la rencontre de l'autre, c'est franchir une frontière. Lorsqu'on a construit la passerelle entre Strasbourg et Kehl, je me suis aperçu au moment où je me trouvais au centre de cet ouvrage, au centre du Rhin, qu'il fallait lui donner une dimension publique parce que c'était un lieu de rencontre entre des gens qui se croyaient opposés les uns aux autres, mais qui partageaient la même vallée. Soudain, le pont les assemble, les fait se rencontrer. On l'a fait sur la passerelle Solferino, mais je l'ai fait à Saint-Denis. On a fait une passerelle entre les Francs-Moisins, la cité qui se trouve en face du Stade de France, et le Stade de France. Il y a un gamin qui est venu me voir au moment de l'inauguration et il m'a dit « Monsieur, j'habite le Stade de France maintenant. » Il sortait des Francs-Moisins et il habitait Stade de France. Ça voulait dire qu'il avait franchi une frontière qui était une frontière évidemment sociale. Le franchissement de cette frontière-là, il faut le symboliser. La meilleure manière de le symboliser, c'est d'en donner une image publique, de service public dans l'espace public. Et les ponts sont des infrastructures dans l'espace public. Et ce que je prétends, c'est qu'elles soient des infrastructures de l'espace public. C'est-à-dire qu'elles constituent en elles-mêmes des lieux de rencontre entre les uns et les autres.
On peut dire que la France, entre le début du XXe siècle et aujourd'hui, a été un très grand laboratoire pour les infrastructures. Grâce aux ingénieurs formés à l'École des Ponts ailleurs, grâce aussi aux entreprises. Je ne veux pas faire de la propagande pour l'ingénierie française, pour le génie technologique français, mais il est vrai que le béton précontraint, par exemple, est une invention de Freycinet, que certaines formes de préfabrication des ouvrages d'art ont été élaborées par les ingénieurs français et ensuite diffusées par différentes formes, la forme du brevet, la forme de la coopération dans d'autres pays, jusqu'aux États-Unis. Donc les techniques françaises ont eu un rayonnement incontestable, pratiquement jusqu'à ce jour. Les entreprises du génie civil français sont très présentes dans beaucoup de chantiers. Donc je crois qu'en la matière, la France a, grâce à cette imbrication de la recherche, de l'enseignement et de la grande entreprise, jusqu'à présent, assez bien tenu son rang. Il y a des problèmes de circulation dans l'île de la Réunion. Pour se rendre de Saint-Denis au port et dans le sud de l'île, on a le choix soit à une route littorale qui est de surcroît la route touristique et donc qui est extrêmement encombrée, soit il faut passer par les Hauts. Et là, ça prend un temps fou, c'est dangereux, ce sont des routes qui sont très étroites, etc. Je crois que Paul Vergès a décidé de donner un vrai bol d'air en créant cette route qui doit faire une quarantaine de kilomètres, 37 kilomètres je crois, qui est à mi-hauteur, qui s'appelle route des Tamarins parce que c'est là où commencent les forêts de tamarins. Le résultat, c'est que sur cette route littorale, les gens viennent de Saint-Pierre dans le sud à Saint-Paul en 3/4 d'heure, alors qu'auparavant ils mettaient 2 ou 3 heures. Il y avait la fin des embouteillages et le désenclavement du sud. C'est une chose qui est extrêmement importante. Ensuite, nous avons voulu faire de cette réalisation une réalisation en territoire environnemental difficile, mais en respectant l'environnement et en l'enrichissant. Il s'est fait le plaisir de s'offrir des ouvrages d'art d'une extraordinaire beauté. Il a réussi à convaincre le gouvernement français de l'époque, puis les Européens, de mettre de l'argent sur cette opération. Il a eu l'exigence de dire « je ne fais pas quelque chose au rabais » parce que je construis pour peut-être pas l'éternité, mais en tout cas pour les générations à venir. Je pense qu'on construira probablement moins en France dans les années à venir qu'on a déjà fait. Pour une bonne raison, c'est qu'on a déjà quand même des infrastructures extrêmement développées. Nous sommes un pays riche par les infrastructures que nous avons. Et je pense qu'un des objectifs majeurs des années à venir, ça va être d'entretenir notre capital, d'entretenir nos infrastructures, de les réparer, de les maintenir. Ça, je crois que c'est le premier point. Ensuite, ce qu'on construira dans l'avenir, bon, je pense que ça va beaucoup dépendre de ceux qui vont le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État est très en retrait. Ce sont les collectivités locales qui vont construire. Et ça va donc beaucoup dépendre de la personnalité des collectivités locales. Je pense que, effectivement, il faudrait
dans l'avenir, construire, à mon avis, probablement moins, parce que de toute façon, on construira moins, et qu'il faut certainement faire très attention à ce qu'on va construire pour ne pas gâcher les occasions de faire de beaux ouvrages. Dans l'Hexagone, le dernier fleuron du génie civil tricolore, c'est le pont de Térénèse dans le Finistère. Un record mondial pour une travée courbe haubanée et un ouvrage élégant en cohérence avec son paysage. De quoi reconnaître un style, une façon de faire unique, que les Français revendiquent à juste titre. Sommes-nous à la fin d'un certain âge d'or des infrastructures dans notre pays ? Faute de besoins ou de moyens, le pont de Térénèse est-il le dernier des colosses que l'on puisse se permettre à l'heure où la rigueur s'installe ? Le pont de Térénèse, c'est le dernier ouvrage qu'a signé mon père, Charles Lavigne. Et c'est vrai qu'il conclut bien sa carrière. Je pense qu'il en était très fier au moment où il l'a dessiné. Je crois que c'était son dernier bébé et il l'a vraiment bien réussi. Et donc on est fiers d'avoir pu nous contribuer à ce qui se réalise. Et c'est vrai qu'il conclut une carrière magnifique. Il a travaillé sur les plus beaux ouvrages français avec les plus grands ingénieurs comme Michel Verlejeu. Il a travaillé sur le pont de Normandie, le pont Vasco de Gama à Lisbonne, le pont de l'île de Ré et le pont de Térénèse. Voilà, c'est un ouvrage sublime dans un site sublime. Alors dans les premiers dessins, quand on fait un pont haubané, d'habitude les formes de pylônes, on avait travaillé sur des formes plutôt de A. On avait le tablier ici, on a l'eau. On a travaillé sur des formes un peu en Y, comme renversées, comme Normandie. Et puis finalement, on s'est rendu compte que comme le pont était courbe, 90% des efforts passaient dans une seule jambe. Donc Charles Lavigne et Michel Verlejeu, finalement, se sont dit mais pourquoi finalement on construit cette deuxième jambe? Et l'idée est venue petit à petit, au bout de plusieurs années, ça a été long, de supprimer cette jambe pour faire un pylône unique en forme de lambda et qui finalement suit la ligne des efforts. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a l'impression que c'est en déséquilibre. On a le pylône qui surplombe les usagers et en plus, comme il est courbe, on a des vues sur les nappes de haut bande qui sont très étonnantes et qui changent en permanence de notre parcours sur l'ouvrage. Les ouvrages d'art sont des monuments aujourd'hui, à la fois dans les villes ou dans les paysages, un petit peu. On peut comparer peut-être aux cathédrales d'une certaine époque, où il y avait une sorte un petit peu aussi de compétition de celui qui allait faire la plus grande cathédrale. Alors nous, c'est pas une compétition, mais c'est simplement le fait que les matériaux évoluent, ce qui fait que ça nous permet de faire des ouvrages de plus en plus grands, donc de plus en plus hauts, de plus en plus impressionnants. Donc les gens, voilà, ça fait penser, ce sont un peu des monuments qui s'intègrent dans un espace. Donc c'est sûr, on en a conscience quand on conçoit un pont, et on a conscience que ça doit durer, que ça ne doit pas se démoder. Une infrastructure, c'est une création qui échappe très rapidement à ses auteurs. L'ouvrage va se mettre à exister dans un paysage nouveau qu'il a fabriqué lui-même. À partir du moment où on dit qu'on fait un pont sur une rivière, ce pont va transformer ce paysage. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça va être mieux? Voilà. C'est ça le sujet. Et ça, on est à une époque qui doit redécouvrir sa capacité à enrichir le paysage sur lequel il intervient.